On va revenir sur les amitiés très différentes de François Mitterrand avec ce documentaire 40 ans après l'élection le 10 mai 1981. Ça s'appelle François Mitterrand, l'homme qui ne voulait pas rompre, qui était un très joli titre, avec Gérard Miller qui est avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, docteur en philosophie, animateur, chroniqueur. On vous connaît aussi sous plein d'autres... je cherche mes mots ce matin, je ne sais pas pourquoi. Il a énormément de talent. Voilà, exactement. Il est auteur et réalisateur du documentaire. François Mitterrand, l'homme qui ne voulait pas rompre. Il est avec nous ce matin. Merci d'être là. Oui, pour se mettre dans l'ambiance, il y a un petit extrait. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d'idéal. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Voilà, alors Gérard Miller, c'est pas un documentaire sur les choix politiques de François Mitterrand par la suite, qu'est-ce qu'il va changer, les grands travaux ou autres, des discussions, des débats, est-ce qu'il y a eu un tournant libéral? Non, c'est l'homme François Mitterrand tel qu'il s'est construit à travers ses amitiés. C'est ce que vous avez voulu décrire avec votre fille Coralie. Hein. Exactement, on s'est demandé... Coralie et moi, qu'est-ce que les gens ne connaissaient pas forcément de François Mitterrand, ce qui est quand même pas simple. Non. Et on s'est dit qu'en effet, il y avait quelque chose qui avait, non pas complètement échappé, mais en partie échappé de lui, c'est-à-dire des amitiés qui, tout au long de sa vie, c'est ça qui est intéressant, tout au long de sa vie, ont jalonné celle-ci. Et c'est vrai qu'on fait découvrir des amis complètement inconnus, je pense, du grand public, et même parfois même des spécialistes que vous êtes les uns les autres, comme Monsieur Munier, par exemple, qui l'a aidé pendant la guerre, au moment où il était prisonnier dans le Stalag, François Mitterrand, à s'évader, et qui est resté ami jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'Élysée, et qui n'a jamais fait de politique. Et puis d'autres amitiés qui, parfois, ont connu un peu, sinon la gloire, en tout cas la lumière, comme de Bénouville, qui a été effectivement à l'extrême droite à un moment donné de sa jeunesse, puis quand même à la droite tout au long de sa vie, ou des gens comme Dayan, qui était socialiste, ou Pelat, qui était communiste. Et donc, on a essayé de montrer que c'était très singulier, c'est que cet homme, François Mitterrand, qui était tellement attaché au pouvoir, c'est incontestable, était peut-être encore plus attaché à l'amitié qu'au pouvoir, ce qui est quand même étonnant. Et donc, vous démarrez par les fameuses croix de fer du colonel, en fait, Larocque et Bénouville, quoi. Et là, quand François Mitterrand vient d'Angoulême, c'est ça... il a un certain cercle d'amis et il oscille, quoi. Et donc, il est avec... On pourrait presque dire qu'il oscille pas, c'est-à-dire qu'il vient d'une famille catholique, on va dire de droite, pas d'extrême droite, mais de droite, traditionnelle, où on lit les évangiles bien plus que, je ne sais pas, Karl Marx. Et il arrive en France dans un foyer pour étudiants, catho, de droite, le 104, où tous les gens sont de droite, voire d'extrême droite, tous. C'est des gens dont certains noms sont connus, comme Bettencourt, le fameux Bettencourt qui ensuite deviendra le mari de Madame Bettencourt, ou comme Roy, qui était un journaliste éminent qu'on a connu pour ceux qui sont âgés. Donc il a des amis de droite et d'extrême droite, et il va d'ailleurs dans des manifs de droite et d'extrême droite, sans être à ce moment-là encore fixé politiquement sur ce qu'il est. Et ce qui est étonnant, c'est que donc l'un de ses premiers amis, sinon son premier ami, c'est de Bénouville, il faut le présenter, c'est un grand résistant, présente-le d'abord par l'aspect le plus positif, mais c'est aussi un type qui va s'engager dans la guerre d'Espagne, mais pas du côté des républicains espagnols, du côté des franquistes, qui est un cagoulard, c'est-à-dire une organisation d'extrême droite complotiste pour le coup, et qui fait des attentats. Et donc c'est son premier ami, et en même temps, à qui va-t-il se lier, alors qu'il a une vingtaine d'années, à un type qui est socialiste, juif, et à l'époque, c'est évidemment, vous voyez bien la connotation dans cette montée d'antisémitisme, et qui vient en plus d'Algérie, qui est Georges Dayan. Et il va avoir, donc, avant la guerre, ses deux amis, un d'extrême droite et un de gauche, et lorsqu'il va être au Stalag, son autre grand ami, en plus de Munier, son autre grand ami, c'est un communiste. Donc, vous voyez le paradoxe incroyable. C'est pour ça que je dis il oscille, quoi, même si évidemment au tout début de sa jeunesse, il était plutôt du côté de la droite. Ce qui est rigolo, c'est que lorsqu'on évoque ce 10 mai 1981, tout le monde sait exactement où il était, à quel moment il était. C'est-à-dire que ça fait partie de ces grands événements dont on se souvient. Qu'est-ce qui fait que... Alors oui, on sait parce que l'arrivée de François Mitterrand marque une vraie rupture, mais qu'est-ce qui a fait aussi que ça marque encore aujourd'hui? Alors Coralie, ma co-réalisatrice, le sait d'autant plus qu'elle était dans le
le ventre de sa mère à ce moment-là, et que son père et sa mère sont descendus dans la rue pour fêter la victoire de Mitterrand à la Bastille, et Coralie est née quelques jours plus tard. C'est aussi pour ça, outre le fait qu'elle est co-auteure de nombreux de mes documentaires, c'est aussi pour ça que ça m'amusait, le père et la fille, 40 ans plus tard, de faire ce film. La vie de l'intérieur, de l'extérieur. Voilà, l'intérieur et l'extérieur. Pour répondre à votre question, c'est que peut-être qu'on a du mal à le penser aujourd'hui, parce qu'il y a eu une autre alternance après celle de Mitterrand, qui était celle de François Hollande, même si elle a été, vous en conviendrez, quand même moins brillante et moins historique. C'est que ma génération, par exemple, moi j'ai eu 20 ans en mai 68, donc faites les calculs, en 81, j'avais une trentaine d'années. Pour moi, c'était quasiment impensable qu'il y ait une alternance, une simple alternance démocratique. Un des ministres célèbres de Gaulle, qui était M. Perfit, disait, si on ne fait pas d'erreur, on sera, et il dit ça dans les années 60, on sera au pouvoir jusqu'en l'an 2000, ce qui était dire grosso modo à la fin du 21e siècle. Et donc il y avait une sorte d'impossible à imaginer que ces lieux où on avait toujours vu des gens de droite, ou du centre, admettons, que ces lieux, simplement l'Élysée, seraient physiquement occupés par des gens de gauche, qu'un homme de gauche pourrait s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, qu'un homme de gauche pourrait simplement ouvrir la porte d'un ministère. Donc il y avait une sorte de miracle étonnant qui ne tenait évidemment à la politique, parce qu'il faut rappeler juste pour les jeunes générations que le programme de Mitterrand était beaucoup plus à gauche que celui de Mélenchon. Mélenchon, d'une certaine façon... Qui se revendique, mais aujourd'hui... Il peut le faire, parce qu'à l'époque, on le sait bien, le pouvoir étant aux mains des socialistes, il y a eu tout de suite la retraite à 60 ans, ce que demande encore Mélenchon aujourd'hui, la semaine de 39 heures, puisqu'on était à 40 heures, et la nationalisation de toute une série de banques. Donc, la joie de l'époque, c'était évidemment politique, mais c'était aussi quelque chose d'autre. C'était le fait qu'il y a donc des choses possibles alors qu'on le croit qu'elles ne le sont pas. Oui. Allez, on va poursuivre dans un instant. Quels souvenirs vous ont marqué, vous, de François Mitterrand lors de son arrivée, mais bien sûr ensuite, ou alors avant, comme le fait Gérard Miller dans ce formidable doc, qui est passé sur Histoire TV hier soir, mais qui repasse encore et qu'on peut voir évidemment en replay. Aujourd'hui même, à 6h15, il repasse juste... Et surtout, l'homme qui ne voulait pas rompre. Il va nous expliquer pourquoi ce titre, bien sûr, parce que c'est lié aux amitiés, aux liens d'amitié en fait très forts. Et ça s'est terminé parfois en tragédie pour certains. François de Grossouvre, Patrice Pelat. On va revenir sur tout ça et n'hésitez pas à vous appeler 0826 300 300. À tout de suite, il est 9h32. Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h35, merci d'être avec nous. C'est un très joli documentaire à regarder absolument ce soir sur Histoire TV, et c'est sur François Mitterrand et bien sûr sur ses amitiés très différentes. On en a parlé. François Mitterrand, l'homme qui ne voulait pas rompre, avec Gérard Miller ce matin avec nous pour en parler. Vous appelez 0826 300 300. Oui, vous percez certains mystères en quelque sorte, notamment pour ceux qui ne se sont pas intéressés à la politique, ou même ceux qui se sont intéressés de près à la politique mais qui n'ont pas vu peut-être ça, hein, c'est-à-dire que l'entourage de François Mitterrand et des liens très très forts, unis. Il ne voulait jamais rompre avec ces personnes, même quand ça n'allait pas, c'est ça qui est étonnant. Une de ses secrétaires qui est interviewée dans le film dit qu'il ne voulait pas rompre, ou peut-être qu'il ne pouvait pas rompre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à partir du moment où il avait donné son amitié, il considérait que c'était se renier lui-même, et que c'était dire quelque chose sur lui qu'il ne voulait pas entendre. Et donc, l'exemple le plus frappant est celui de Grossouvre, qui est un proche de Mitterrand à partir des années 60, c'est pas un des premiers, c'est un homme plus jeune par rapport à Mitterrand, mais bon voilà, c'est dans les années 60, au moment où Mitterrand devient présidentiable, qu'ils se lient l'un à l'autre. C'est quand même quelqu'un qui sera le parrain de Mazarine, donc quelqu'un de très proche, et qui aura notamment le secret donc de cette fille secrète. Et à un moment donné, il se détache un peu de lui, c'est-à-dire que l'amitié est moins forte, il a moins envie de le voir, moins envie de lui parler. Mais de Grossouvre est toujours à l'Élysée, il a toujours son bureau, il a toujours sa voiture de fonction, il n'a plus rien à faire pour Mitterrand, il n'a plus accès au sein des saints, mais Mitterrand ne peut pas rompre, il ne peut pas lui dire maintenant rentre chez toi. Et du coup, c'est comme dans une déception amoureuse, c'est-à-dire que de Grossouvre, qui n'est en rien homosexuel, donc pas d'ambiguïté là-dessus, c'est pas des amour d'hommes, c'est autre chose, c'est des amitiés d'hommes. Ils ont même eu absolument, un amour des femmes. Voilà, un amour des femmes, ce que vous dites. Qui a renforcé leur amitié. Lors de voyages en province. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Et de Grossouvre se suicide dans l'Élysée, à côté du bureau de Mitterrand. On est vraiment du côté de Goethe, de Werther. Enfin, c'est une déception amoureuse. Mais quelqu'un le dit très justement dans le film, ça aurait peut-être été plus simple. C'est Gisbert, le journaliste, qui dit ça aurait été peut-être plus simple que Mitterrand lui dise mais pars-toi. Mais il ne pouvait pas faire ça, Mitterrand. Et donc c'est vrai que on le voit notamment avec Monsieur Pelat, lorsque celui-ci a été pris dans l'affaire Péchinet, qui était quand même gênante pour le président. C'est pareil, il fallait que
Mitterrand reste ami. Et pour lui, c'était plus fort que tout. Et c'est ça qui, même si on n'aime pas Mitterrand politiquement, c'est quelque chose d'assez respectable dans sa vie, incontestablement, que la force des liens d'amitié qu'il a tissés avec des hommes aussi variés que Pelat, on l'a cité, Munier, mais il y en a d'autres. Il y a Rousselet, qu'on n'a pas encore cité, et qui est aussi un homme lancé Canal+ par la et donc suite. le film essaye de montrer les 10 ou 15 amis les plus importants de Mitterrand. Et ça l'oppose un peu à Emmanuel Macron, qu'on dit être seul à l'Élysée, de prendre ses décisions. Est-ce que lui, François Mitterrand, justement, on sait qu'il avait des rendez-vous privés avec certaines personnes, des marches privées, avec, en tout cas des balades avec d'autres. Ça veut dire quoi? Qu'il se nourrissait d'idées, de choses? Alors, je pense qu'il y a une vraie opposition de ce que je sais de l'actuel président de la République et du peu d'amis, en tout cas, sur lesquels il se repose et surtout à qui il donne sa confiance à des terres d'hommes. Alors, vous allez me dire, il est encore jeune, peut-être que dans les 40 années qui viennent, il fera comme Mitterrand. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais qu'on ne se trompe pas non plus là-dessus, c'est qu'il y a eu peu de ses amis qui ont une influence sur lui. Je crois que ça a été le cas, effectivement, de Dayan. Incontestablement, si vous me demandiez de citer un nom, c'est Georges Dayan, qui va mourir peu de temps avant 80. D'ailleurs, juste après 80, après son élection, il va se recueillir. Hein. Oui, alors c'est d'ailleurs juste le lendemain même, vous avez passé au début de l'émission qu'on fait ensemble, vous avez passé les moments où il est encore en province, Mitterrand, et qu'il apprend sa victoire. Le lendemain, donc dans les heures qui suivent son élection, il va sur la tombe de cet ami Dayan, dont on raconte dans le film l'histoire. Donc c'est effectivement quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur lui, comme sans doute Pelat communiste, qui a sans doute, dans le Stalag, expliqué un peu à Mitterrand ce que c'est que l'organisation humaine lorsqu'elle est réduite à rien. Mais par ailleurs, je crois que la plupart de ses autres amis n'ont pas eu une grande influence politique. On ne le sait pas dans le détail, c'était quelqu'un qui, certes, digérait beaucoup les informations, mais on ne peut pas dire qu'il a été influencé par ses amis, alors que Macron ne le serait pas. Oui, probablement la différence avec Macron, c'est qu'il a subi un certain nombre d'échecs, il avait beaucoup plus d'expérience, et souvent on dit qu'on se forge une expérience à travers les échecs, quoi, non ? C'est vrai, et aussi, on pourrait dire que quand on le voit dans les lettres, par exemple, que Mitterrand a écrit à une femme qui était Anne Pinjot, on voit à quel point les affects, les sentiments, c'était au cœur de sa vie. On ne peut pas dire ça de M. Macron. C'est peut-être même, alors je vais dire quelque chose qui n'est pas fondé sur mes informations, ni peut-être sur les vôtres, mais tous nos présidents, et Mitterrand en particulier, avaient un rapport quand même extrêmement fort avec les femmes. C'était des grands amoureux. Ça a été le cas de M. Chirac, c'était le cas de M. Giscard d'Estaing, enfin on le sait. C'était sans doute d'une autre nature pour M. Pompidou ou M. de Gaulle. Mais en tout cas, ce qui est clair avec M. Macron, c'est qu'on n'a pas le sentiment que ni avec les femmes, ni avec les hommes, il soit du côté de l'affectif. Il est dans un autre registre. Il y a même un côté poisson froid chez notre président actuel. Même si évidemment il est sensible à la douleur humaine lorsqu'elle tombe au moment du Covid. Allez, 0826 300 300. Avec Frédéric qui nous appelle de Boulogne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour. Je regrette de ne pas pouvoir voir ce reportage de Gérard Miller. Ah mais non, mais vous pouvez le voir. Hein, sur 24, oui, mais... sur Histoire TV. Oui, non, mais c'est vrai. C'était un des objectifs qu'on puisse regarder Histoire TV. Voilà, non, mais c'est vrai, il aurait pu être sur une chaîne publique, bien sûr. Mais je pense qu'après, on pourra le voir probablement en replay. Allez-y, Frédéric. Voilà, alors, simplement un petit rectificatif au sujet des croix de feu. Le colonel de Larocque n'était pas antisémite et il avait assisté à des offices religieux dans des synagogues, et dans le mouvement des croix de feu, vous aviez des patriotes qui avaient combattu la guerre 14-18. Bref, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un mouvement que je connais un peu dans ma famille, voilà. Je suis d'accord, j'aime bien ce parallèle qui est fait entre l'ancien président François Mitterrand, qui était d'abord un homme qui avait connu la guerre. Et donc, qui connaissait le tragique de l'histoire. Et ce parallèle avec Emmanuel Macron montre déjà tout de suite la limite. Je ne vois pas François Mitterrand dire qu'il faut penser printemps, par exemple. Penser quoi ? Penser printemps. Bref, oui, comme l'a dit un jour Emmanuel Macron dans un discours, penser printemps. En tout cas, ce qu'il y a d'intéressant dans le rapprochement qu'on peut faire entre les deux, c'est que François Mitterrand est peut-être le père, d'une certaine façon, du en même temps. Mais son en même temps était beaucoup plus subtil. J'ai par exemple retrouvé un discours qu'il avait fait devant la Fondation France Liberté le 18 mai 87 sur un sujet qui concernait qui est toujours d'actualité, qui est celui de la pluralité des cultures.
Et vous allez voir que en 4 lignes, on voit bien qu'il sait vraiment balancer entre les deux. Sur ce sujet, il dit, moi je veux que l'on puisse venir en France, je veux que l'on puisse bousculer la culture et les usages français. Premier point. Je veux que les usages et les coutumes français soient suffisamment vigoureux pour se défendre eux-mêmes. Vous voyez tout de suite, coup de frein. Mais pas se défendre en excluant, se défendre en recevant et en faisant la démonstration que désormais cela fait partie de nous. On repart d'un autre côté. Encore faut-il que les autres le veuillent. S'ils ne le veulent pas, s'ils refusent ce que nous sommes, alors il y a mal donne. Et après, il poursuit sur l'État et les frontières. Je veux dire que ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de François Mitterrand, on a retenu presque que la première partie, vous voyez, de son idée. C'est quand même quelqu'un qui savait toujours qu'un État, que des frontières, qu'une culture, que des traditions étaient nécessaires. Voilà. Non mais alors c'est intéressant, Frédéric, restez avec nous. Le parallèle que vous faites et qui prolonge notre discussion tout à l'heure avec Gérard Miller sur ce en même temps, ça vient peut-être aussi de ça. Je disais tout à l'heure, je crois que j'ai fait une erreur en disant les croix de fer, c'est les croix de feu, bien sûr, pardon. Mais peut-être comme il a eu cette première implication politique et cette influence, ensuite en passant à gauche, il a peut-être mêlé les deux, quoi. De ce que vient de dire votre auditeur, je retiens 2 points. Le premier point, c'est ce qu'il évoque de la guerre. C'est-à-dire ce qu'on ne dira jamais assez, c'est que pour François Mitterrand, ce qui s'est passé pendant la guerre, et aussi bien à Vichy et surtout dans la Résistance, et dans son emprisonnement, il est quand même resté en prison, enfermé dans un stalag pendant 1 an et demi. C'est absolument décisif. C'est-à-dire que les amitiés qu'il a nouées à ce moment-là, il y a un nom qu'on n'a pas cité, c'est celui de Védrine, non pas le Hubert que tout le monde connaît, mais son qui père. est le secrétaire général de l'Élysée, mais son père, Jean Védrine, eh bien, c'est des amitiés à nul autre comparable. Lorsque vous avez risqué votre vie, effectivement, ça, c'est quelque chose que vous n'oubliez pas, ceux qui étaient avec vous. Donc, votre auditeur l'a évoqué ça. Et puis, en même temps, ce qui est sûr d'abord, c'est que quand, dans la vie sentimentale, en tout cas la vie amicale, vous êtes du côté de l'en même temps, ça, il n'y a pas de doute, la variété de ces amitiés. Le point essentiel pour Mitterrand, et je reviendrai après sur Macron, c'est qu'il ne cherchait pas l'identique, il ne cherchait pas l'homogène dans l'amitié, il ne cherchait pas des gens qui lui ressemblent, jamais. Et même à la fin de sa vie, avec des gens comme Pierre Berger, ce que montre le film, c'était quelqu'un de totalement différent, qui était dans un milieu que Mitterrand ne fréquentait pas, qui était du côté de l'argent, ça l'amusait beaucoup. Donc il n'a jamais recherché les mêmes. Après, c'est vrai que politiquement, ça a dû avoir un petit effet. Ça a quand même été... Enfin, il ne faut pas... même si je me suis félicité de la victoire de Mitterrand en 81 et que j'ai revoté pour lui en 88, quand j'étais plus jeune, en 65, au moment où je ne pouvais... 1965, donc campagne présidentielle, je ne pouvais pas voter, je distribuais à ce moment-là des tracts, ni De Gaulle, ni Mitterrand, parce que je savais ce qu'avait été aussi Mitterrand pendant la guerre d'Algérie, que c'était quand même un politicien. Enfin, je veux dire, je n'oublie pas, pour le coup, dans l'amitié ou l'affection que je peux avoir pour une partie du Mitterrand, l'autre Mitterrand que je n'ai jamais aimé. Et moi qui suis un ancien 68 heures, je ne vous dis pas à quel point nous détestions Mitterrand 68. Donc c'est très vrai qu'il y a de l'en même temps dans la vie politique de Mitterrand, et aussi de l'en même temps dans ceux comme moi qui peuvent se dire à la fois mitterrandistes et anti-mitterrandistes. Oui, allez, on va poursuivre dans un instant, encore quelques minutes avec vous, Gérard Miller. Vous pourrez le regarder sur Histoire TV, bien sûr, et puis je pense que ce que nous disait Frédéric, je regrette qu'il ne soit pas sur le service public. Il n'y a pas que le service public quand même. Et puis, on va les appeler, on va leur demander direct. Oui, bien sûr. Appelez-nous France Télé. Quel souvenir, François Mitterrand. Vous avez encore quelques minutes pour dialoguer aussi avec Gérard Miller. A tout de suite, 9h46. Jusqu'au 21 juin, le forfait 5G avec 80 Go est à 15 € par mois pour les clients box pendant 1 an, puis 30 € par mois. Appelez le 1090. Service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Engagement 12 mois. 5G uniquement dans les communes couvertes avec terminal compatible. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. À 18h15 ce soir, tous devant Histoire Télé pour ce magnifique documentaire qui s'appelle François Mitterrand, l'homme qui ne voulait pas rompre, un film de Gérard Miller et de sa fille Coralie Miller. Et je voulais revenir sur le temps
de l'amitié de Mitterrand. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps de l'amitié, il voulait être maître de ce temps de l'amitié, même plus que sur le temps de la politique, ce qui serait aujourd'hui totalement irrecevable. Alors, peut-être que ce serait irrecevable, mais donc c'est ce que le film raconte, c'est que par exemple, il avait un rendez-vous avec de Bénouville dont on a parlé, ce copain de droite, voire d'extrême droite, et c'était tous les vendredis à 11h. Et vous imaginez un président qui peut avoir d'autres obligations à ce moment-là? Eh ben non. Et malade, pas malade. Savez, malade, pas malade. Vous savez que Mitterrand n'avait pas de montre, que c'était un classique, effectivement, de faire attendre quasiment la terre entière, y compris la reine d'Angleterre, ce qui avait fait un jour scandale, parce qu'on ne fait pas attendre la reine d'Angleterre. Mais lui, effectivement, les moments avec sa famille, incontestablement, et notamment Anne Pinjot et Mazarine, mais avec ses amis, c'était des moments sacrés. Mais quand je dis sacré, c'est au sens réel du terme, c'est-à-dire que rien ne pouvait remettre en question ces rendez-vous d'amitié. Ouais. 0826 300 300, je vous posais la question tout à l'heure, quel souvenir ou quelle question vous voulez poser à Gérard Miller? C'est Cédric qui est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui. Alors en fait moi j'avais 11 ans je crois et ce que je me suis rappelé quand j'étais tout jeune lorsqu'il y a eu l'élection, c'est que mon père nous a regardé, il a dit on est dans la merde. Et effectivement aujourd'hui on se rend compte qu'en fait il y a plein de choses qui sont arrivées. Moi, après, c'est mon avis personnel. Je pense que ça a été une erreur de supprimer la peine de mort, puisqu'il y a eu un déferlant de violence depuis cette période-là. Il y a eu ensuite les aides sociales qui sont arrivées. Alors, aider, c'est bien, mais c'est plus des assistances sociales qu'on a maintenant, plus que des aides sociales. Et ça fait qu'on assiste les gens et on ne les aide pas à se dépatouiller. Et ça vient de là. Et, mais ça avait commencé avec le regroupement familial avant, sous Giscard. Tout à fait, puisque ça a démarré à partir de Giscard d'Estaing que la France a commencé à décliner. Et il n'y a personne qui a été capable, malgré ses 14 ans de M. Mitterrand, qui a été capable de remonter la pente. Et je voulais revenir sur un point, sur ce problème qu'il y a eu entre Mitterrand et Coluche. Et Coluche Oui. Il y a eu un problème par rapport à ça, puisqu'en fait j'avais regardé un reportage qui faisait peur, justement, je crois que c'est M. Grosso, je crois, qui était son ami, et qui disait à un moment donné est-ce que tu penses que c'est sérieux? Et il dit non, c'est un plaisantin, il n'ira pas plus loin. Sauf qu'en fait, c'est allé beaucoup plus loin que prévu par rapport à François Mitterrand. Et effectivement, il a été dépassé. Et il y a eu des on-dit qui disaient il faut l'arrêter, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Ouais. J'aimerais savoir, parce que ça a été dit dans un reportage, parce que ça m'a choqué, et je voudrais savoir, vu que M. Muller a fait ce livre, si ce documentaire, pardon. J'ai regardé un tout petit peu, et je crois qu'il est passé hier soir, je crois. Oui, bien sûr. Il repasse ce soir. Mais je travaillais très tôt ce matin, il a fallu vraiment que j'arrête. Alors, voilà. Je voulais savoir si réellement ça s'est réellement produit, puisqu'il a l'air de bien connaître le personnage, et savoir pourquoi en fait on assiste finalement tous ces gens-là, et pourquoi cette peine de mort a été supprimée. La peine de mort, en rebondissant sur la peine de mort, parce que c'est Badinter, donc bien sûr, ça a été en fait une grande décision. C'était une décision d'autant plus importante qu'à l'époque, comme votre auditeur aujourd'hui, la majorité des Français étaient contre. Bien sûr. Et il y a un fameux moment dans la campagne présidentielle. Était contre l'abolition de la peine de mort. Contre l'abolition de la peine de mort, j'ai pas fini ma phrase. Et il y a eu un grand moment pendant la campagne où on pose la question à Mitterrand, alors que donc sur ce sujet, il pourrait être démagogue ou en tout cas botter en touche, et il répond clairement, je suis contre la peine de mort. Que dire à votre auditeur? Je sais bien que la peine de mort va refaire surface ces temps-ci en France dans le contexte de la campagne présidentielle. Je pourrais simplement lui dire que ma génération a particulièrement bien connu la peine de mort et que je peux vous dire que ça n'avait en rien fait baisser la délinquance et la criminalité avant l'abolition, et que les États-Unis sont le meilleur exemple. Il y a une criminalité absolument galopante, c'est le moins qu'on puisse dire, et néanmoins la peine de mort existe. Mais est-ce que je peux rebondir sur autre chose de ce qu'a dit votre auditeur? C'est qu'il avait 11 ans, son père lui a dit on est dans la merde. C'est vrai que comme il y avait deux France. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait, on oublie à quelle heure, je ne sais pas du tout qui était votre père et pourquoi il pensait qu'on était dans la merde, mais il y avait en tout cas une France, par exemple, des possédants qui ont pensé que les chars russes viendraient à Paris. Sur les Champs-Élysées. Et qui se préparaient à fuir, qui mettaient, il y a d'ailleurs des tas de films amusants qui le montrent, ils mettaient la grand-mère avec les lingots d'or dans le coffre de la voiture, et on partait quasiment... Y compris des gens de gauche. Enfin bon, voilà, ça c'est y compris des gens de gauche. Donc c'est, en tout cas, ce que m'évoque votre auditeur, c'est le fait qu'il y a eu toute une France qui a tremblé, mais littéralement, physiquement tremblé. Et vous savez d'ailleurs, enfin, vous savez, en tout cas pas les plus jeunes,
que chaque président de la République doit recevoir le collier, effectivement, de la Légion d'honneur, enfin en tout cas du grand commandeur de la Légion d'honneur, et que celui qui devait le remettre à Mitterrand a refusé de le faire, parce qu'il considérait que quasiment c'était une insulte à la République. Oui, alors sur Coluche, je ne sais pas si vous avez des informations, mais en tout cas, juste d'un mot, Jacques Attali, qui était aussi l'un des conseillers, sera l'invité d'André Berkoff ce midi, et je pense qu'ils l'évoqueront. Mais allez-y, d'un mot. Juste pour vous dire, monsieur, que effectivement, Coluche a pu faire un moment donné trembler la Mitterrandie, puisqu'il arrivait à des scores, j'oserais dire, bien plus importants que quelques années plus tard, monsieur Bigard, quand il a pensé... Je dis monsieur pour tout le monde, parce qu'il y en a un certain nombre que je tutoie comme Bigard, mais peu importe. Comme j'ai dit monsieur de Gaulle, je vais dire monsieur Bigard. Coluche est arrivé à 12 ou 14% dans les sondages. Enfin, c'était des choses phénoménales. Après, je ne pense pas du tout que Coluche serait allé jusqu'au bout. Quant à sa mort, je pense, si vous me le permettez, que c'est une mort absolument accidentelle. Ah oui, on ne peut rien, parce que monsieur évoquait éventuellement... Ah non, il n'évoquait pas, c'est pas... Non, il ne dit pas ça. Non, il dit pas ça. Non, il ne dit pas ça. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu une rumeur à l'époque. Il y a une rumeur. Voilà, donc je pense que ça a fait trembler un temps la Mitterrandie, mais relativement peu, parce que... Et vous savez que Coluche a fini par appeler à voter Mitterrand. Oui, complètement. Bon, merci en tout cas, Gérard Miller, d'être passé ce matin. Donc, c'est à voir la rediffusion, Cécile, vous disiez. 18h15 aujourd'hui sur Histoire TV. Mais je suis content d'ailleurs que ça fait découvrir cette chaîne d'histoire. Non, mais complètement. Ouais, absolument. C'est vraiment sa place dans le panorama. Ouais, absolument, voilà, il faut la regarder, il faut la prendre surtout. Et François Mitterrand, l'homme qui ne voulait pas rompre, qui est un très joli titre. Merci beaucoup, Gérard Miller, d'avoir été avec nous. Un bon documentaire, et puis on n'est pas sur les questions politiques. Évidemment, on reconnaît le psy, en fait, qui est derrière aussi, bien sûr, avec votre fille. Dans et un la instant, voix, The Voice, Gérard Miller. Oui, on va y revenir chez Valérie Expert tout à l'heure avec Georges-Marc Benamou qui sera invité également, puisqu'il y a toute une série de documentaires. Et je le disais, donc Jacques Attali qui sera chez André Berkoff ce midi. Et nous, on vous retrouve demain matin.